Au moment où ma sœur s'est penchée et a dit, gaspiller de la bonne nourriture sur toi, c'est mignon. Toute la salle de bal s'est figée. Sa robe a attiré tous les projecteurs. Ma table n'a même pas reçu d'eau ou de carton de table. C'était juste un rappel de la place que j'occupais dans cette famille. Mes parents ne m'ont pas défendu. Mon père a même murmuré que je devrais peut-être partir. C'est ce que j'ai fait. Je suis passé devant les chuchotements, les sourires, portant quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Ni la colère, ni la honte. Avant que je ne vous raconte comment tout s'est effondré autour d'eux, dites-moi d'où vous écoutez, et à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de perdre. J'ai grandi dans un quartier tranquille de la banlieue de Charleston, avec des pelouses bien taillées, des sourires polis et des familles qui avaient l'air parfaites depuis le trottoir. La nôtre avait l'air parfaite, elle aussi. Du moins sur les photos. Sur toutes les photos encadrées qui bordaient notre couloir, Brox se tenait au centre, rayonnante et confiante, habillée comme si le soleil était fait pour la frapper juste comme il faut. Et moi, j'étais toujours au bord du cadre, un peu trop calme, un peu trop observateur, un peu trop faux. Et ma mère Linda n'a jamais dit qu'elle préférait Brooke. Elle n'en avait pas besoin. Cela se voyait dans la façon dont sa voix devenait plus légère, plus chaude chaque fois que Brooke entrait dans la pièce. C'était dans la façon dont elle soupirait vers moi comme si j'étais le parasite qui interrompait sa chanson préférée. Et mon père Charles, eh bien ? Il mesurait la valeur humaine en termes de CV et de salaire, et mon travail de consultant à domicile ne correspondait pas à l'image dont il voulait se vanter. Tu as besoin d'un vrai travail, disait-il, sans même lever les yeux de son journal. En réalité, j'en avais un. Mais il ne le comprenait pas. Mon intuition a toujours été vive. Trop, si l'on en croit mes parents. À 11 ans, j'ai averti ma mère que le nouvel ami d'affaires de mon père me tordait l'estomac. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, son sourire forcé, ses mains agitées, l'énergie étrange qui l'entourait et dont je ne pouvais me défaire. Maman m'a repoussé, m'a dit que je me faisais encore des idées. 2 mois plus tard, ce même homme a vidé l'un des comptes de papa et a failli nous faire perdre la maison. Pas d'excuses, juste du silence. Le genre de silence qui vous dit que la vérité n'a pas d'importance quand elle vient du mauvais enfant. C'est au collège que quelqu'un m'a écouté pour la première fois. J'ai dit à une enseignante que quelque chose n'allait pas à propos d'un entraîneur remplaçant, la façon dont il regardait trop longtemps. La façon dont l'air était mauvais autour de lui. Elle m'a fait confiance. Et elle avait raison. Et elle a été surprise en train d'installer une caméra cachée dans les vestiaires des filles. Ce jour-là a tout changé, car ce professeur m'a présenté à sa tante Evelyne, une consultante à l'esprit plus aiguisé que n'importe quelle âme. Evelyne n'a pas bronché lorsque je lui ai parlé de mon intuition. Elle ne m'a pas qualifié de dramatique ou de brisé. Elle m'a dit, ton esprit voit des ombres que d'autres prétendent inexistantes. Ce n'est pas un défaut, Madison. C'est un levier. Sous sa direction, j'ai appris à lire les schémas, à disséquer les motivations des gens, à voir le monde des affaires de la même manière que certaines personnes voient les équations. À l'université, j'aidais discrètement des entreprises à se remettre d'un désastre. Mais à la maison, je n'étais que la fille en chaussettes et avec un ordinateur portable. Celle qui payait une partie des factures du ménage alors que tout le monde insistait sur le fait qu'elle ne faisait rien. Pendant ce temps, Brooke vivait comme si le monde était doux et rembourré juste pour elle. Les promotions, les compliments, les louanges, tout lui arrivait comme si c'était commandé à l'avance. Lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles avec Lucas, la pièce s'est illuminée comme si quelqu'un avait branché mes parents sur une prise électrique. J'ai senti quelque chose de froid glisser le long de ma colonne vertébrale au moment où je lui ai serré la main, un avertissement. Mais quand j'ai essayé de dire gentiment à Brooke de ralentir, elle a ri comme si j'étais un inconvénient mineur dans son orbite par ailleurs parfaite. Et ce fut le début. Le début de tout ce qui allait finalement mener à cette salle de bal, à cette table sans eau, et à la phrase qui m'a transpercée comme du verre. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été surprise par la suite. Par la façon dont les choses ont évolué après que Brooke a annoncé ses fiançailles. Mais la vérité, c'est que le courant sous-jacent était là bien avant la bague. Et elle s'est manifestée dans de petits moments, ceux que l'on manque presque si l'on n'y prête pas attention. Mais je fais toujours attention, c'est la seule chose que je n'ai jamais pu éteindre. Lucas est entré dans notre famille comme quelqu'un qui monte sur une scène qu'il croyait déjà posséder. Il serrait les mains trop fermement, souriait trop largement et parlait avec des phrases polies qui semblaient apprises par cœur. La plupart des gens ont vu de l'assurance. J'ai vu quelque chose de creux, comme un tambour trop tendu. Lorsqu'il regardait Brooke, la chaleur de son expression n'atteignait pas tout à fait ses yeux.
Et quand il me regardait, il ne me regardait pas du tout, comme si j'étais un détail qu'il ne voulait pas reconnaître point lors du dîner de fiançailles. Je l'ai surpris en train de scruter la salle comme un homme scrute une étiquette de prix. Brooke s'accrochait à son bras, riant trop fort à des blagues qu'il finissait à peine point mes parents les regardaient comme s'ils étaient les témoins d'une royauté. La soirée entière avait cet éclat brillant, trop parfait, qui fait toujours exploser mes instincts. J'ai essayé de l'ignorer jusqu'au moment où Lucas a pris Brooke à part, près de la porte de la cuisine. Ils ont chuchoté vivement, Brooke faisant semblant de sourire, Lucas lui serrant le bras un peu trop fort. Lorsqu'ils sont repartis, le rouge à lèvres de Brooke était bavé sur le bord et la mâchoire de Lucas semblait crispée. Personne d'autre ne l'a remarqué. Ils n'ont jamais remarqué les fissures jusqu'à ce que tout se brise. 2 jours plus tard, l'email du groupe a été envoyé. C'était soi-disant un rappel de mariage, mais n'importe qui avec un pouls pouvait lire le vrai message. Le nombre de places est limité. Pas d'accompagnateur sauf accord préalable. S'il vous plaît, soyez attentifs, pas de pique-assiette. Le message ne prétendait même pas être subtil. Et comme j'étais la seule à y assister seule, tout le monde savait exactement pour qui la file d'attente était faite. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de réponse. Pas de réaction. Cela déstabilise toujours les gens quand le silencieux ne mord pas à l'hameçon. Ma mère, elle, ne pouvait pas laisser tomber. Tu ne vas pas causer de problème au mariage, n'est-ce pas, demanda-t-elle au cours du dîner quelques soirs plus tard, sans me regarder, en mettant des pommes de terre dans l'assiette de Brooke à la place. Quel genre de problème? J'ai demandé. Tu sais comment tu te comportes, a-t-elle murmuré en agitant la main comme si elle éliminait une mouche. Comment je me débrouille? Comme si sentir le danger était un défaut. Comme si le fait d'avoir raison trop souvent mettait les gens mal à l'aise. Puis vint le rendez-vous pour l'essayage. Brooke voulait des liens familiaux, ce qui était son code pour un public. Elle a virevolté dans une robe de sirène pendant que maman pleurait et que je me tenais à l'écart, avec une boîte d'épingles abandonnée. Lucas est arrivé à mi-parcours, a vérifié le prix de la robe avant d'embrasser le front de Brooke. Mon père a ri, pensant que c'était inoffensif. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Quand Brooke m'a demandé ce que je pensais de la robe, je lui ai dit la vérité. Elle est magnifique, ai-je dit. Elle a plissé les yeux. Tu as dit ça trop vite. Il y a des moments où l'on sent le sol bouger sous nos pieds, nous avertissant que quelque chose de plus grand se prépare. C'était l'un d'entre eux. L'air de la maison était assez épais pour qu'on s'y étouffe. Maman aboyait des ordres. Papa vérifiait les plans de table qu'il n'avait pas créés, et Brooke flottait au milieu de tout cela comme une tempête couverte de paillettes. Chaque fois que Lucas ouvrait la bouche, j'avais la chair de poule. Chaque fois que Brooke me repoussait, quelque chose en moi se resserrait. Le matin où nous sommes partis pour la salle de spectacle à Savannah, j'ai ressenti la même sensation de froid que lorsque j'ai rencontré Lucas pour la première fois, comme si quelqu'un avait laissé une fenêtre ouverte dans ma cage thoracique. Mais je n'ai rien dit. J'ai regardé l'autoroute défiler, j'ai regardé Brox faire défiler ses messages, j'ai regardé mes parents faire comme si tout était parfait. Ils ne le savaient pas encore, mais l'histoire qu'ils avaient construite, la fille en or, la sœur silencieuse, le couple parfait, commençait déjà à se fissurer. Et aucun d'entre eux n'était prêt à affronter ce que ces fissures allaient révéler. Le lieu du mariage est situé sur une propriété hôtelière côtière à l'extérieur de Savannah. Le genre d'endroit qui n'existe que pour les albums photos, les balustrades en pierre blanche, les compositions de roses qui sentent le luxe. Les gens n'arrêtaient pas de dire que le temps était parfait, mais pour moi, l'air était trop calme, comme le moment qui précède l'arrivée d'une tempête. Je suis arrivé plus tôt que le reste de ma famille, en partie parce que je voulais éviter le chaos, en partie parce que j'avais besoin d'être seul. Le hall d'entrée bourdonnait d'invités en robe pastel. Et en costume sur mesure, chacun parlant de Brooke comme si elle était le personnage principal de son week-end. Il me jetait à peine un coup d'œil, honnêtement, je préférais cela. Lorsque mes parents sont entrés. Ils m'ont fait un rapide signe de tête avant de se précipiter pour aider Brooke à apporter les dernières retouches. Je suis resté en retrait, appuyé contre un pilier de marbre frais, tandis que Brooke traversait le hall d'entrée avec Lucas derrière elle. Elle était éblouissante, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans le sens où quelqu'un a l'air d'être intouchable quand le monde entier l'a convaincu de l'être. Brox m'a jeté un coup d'œil, et pendant une fraction de seconde, nos yeux se sont croisés. L'expression de son visage n'était pas de l'agacement. Ce n'était pas non plus de la suffisance.
C'était une prise de conscience, comme s'il me reconnaissait comme une menace qu'il ne comprenait pas. Il a immédiatement détourné le regard. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû prévenir Brooke à nouveau. Mais que dire à quelqu'un qui a déjà décidé qu'elle n'avait pas besoin de vous? Lors de la répétition, les premières fissures sont apparues. Lucas s'est emporté contre un coordinateur parce que les bougies de l'allée n'étaient pas assez symétriques. Lucas a reproché à un garçon d'honneur d'avoir faussé le timing alors que c'était lui qui était entré en retard. Mes parents se tenaient à côté d'eux avec un mince sourire, trop investis dans l'image pour voir la réalité vaciller sous leurs pieds. Pendant que tout le monde répétait, j'ai erré vers la salle de réception. La plupart des tables étaient déjà dressées, assiettes en or, verres en cristal, centre de table imposant. C'était magnifique et cela m'a presque fait oublier la tension qui régnait. Puis j'ai trouvé la table qui m'avait été attribuée. Elle se trouvait au fond, contre un mur, pratiquement cachée derrière un pilier. Pas de centre de table, pas d'eau, pas de carton de table, juste une installation vide qui ressemblait moins à une erreur qu'à une intention. J'y suis resté là un long moment à l'absorber. Le bourdonnement des conversations de la salle principale, le léger sel dans l'air provenant de l'océan à l'extérieur, la réalisation s'installant dans ma poitrine que ce n'était pas un oubli. C'était une préparation à l'humiliation. Plus tard, lorsque j'ai posé la question à une serveuse qui passait par là, elle a hésité avant de répondre, on m'a dit que celui-ci était autogéré. Elle s'est empressée de partir avant que je puisse répondre, laissant ces mots en suspens comme de la poussière dans l'air. Autogestion dans une salle de bal remplie de traiteurs de luxe. Il n'y a que ma table. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la robe bleu marine que j'avais préparée pour la cérémonie. Je l'avais choisie parce qu'elle me donnait l'impression d'être calme, d'avoir les pieds sur terre. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était aussi une armure. Pas accent grave l'œil. Pas pour le spectacle. Juste assez solide pour me rappeler que je n'étais pas aussi fragile que le pensait ma famille. Je pouvais sentir l'effilochage, les glissements subtils, la tension se resserrer comme un fil tiré, et je savais, sans trop savoir pourquoi, que demain n'allait pas être le conte de fées que Brooke avait imaginé. Elle poussait quelque chose de trop loin, et quand on continue à tirer sur un fil, c'est toute la robe qui finit par se défaire. Le matin du mariage avait d'un goût de sel et de nerfs. Même l'air semblait plus lourd, comme si la côte elle-même pressentait ce qui allait arriver. Je me suis glissée dans ma robe bleu marine, lissant le tissu sur mes côtes. Elle me faisait l'effet d'une seconde peau, silencieuse, stable, tout à fait différente du spectacle étincelant que la journée exigeait de tous les autres. Lorsque je suis sortie de ma chambre d'hôtel, tout sentait le parfum et la pression. Les invités glissaient dans les couloirs en direction de la cérémonie, leur voix s'élevant dans une excitation polie. Je marchais parmi eux comme un fantôme, visible mais inaperçu. Et la musique du violon flottait dans le couloir alors que j'approchais de l'entrée de la salle de bal. Élégante, douce, en totale contradiction avec la tension nouée derrière mon sternum. À l'intérieur, la salle scintillait, les lumières dispersées sur le sol poli accrochaient les paillettes des robes et les touches d'or sur les tables. Brooke se tenait près de l'entrée, entourée de demoiselles d'honneur, son voile déployé derrière elle comme si elle posait pour la couverture d'un magazine. Au début, elle ne m'a pas remarqué. Pourquoi l'aurait-elle fait? Depuis des années, je n'étais qu'un personnage de second plan dans sa vie. Je me suis dirigée vers la table qui m'avait été attribuée, la même que lors de la répétition, toujours plaquée contre le mur. Toujours sans eau, ni couvert, ni marque-place. Mais cette fois-ci, les autres tables étaient entièrement dressées, le vin versé, les corbeilles de pain, les serveurs fumants se déplaçaient sans heurts d'un groupe à l'autre. Pas la mienne. Lorsque j'ai croisé le regard d'une serveuse qui passait devant moi, elle s'est figée comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. Excusez-moi, dis-je à voix basse. A-t-il un retard pour cette table? Elle a jeté un coup d'œil à son dossier, puis à moi, la culpabilité lui montant aux joues. On m'a dit que celle-ci était autogérée. Les mots sont tombés comme des pierres. Dans une salle de bal avec traiteur, ai-je demandé. Elle a dégluti. Je suis vraiment désolée. Et elle s'est empressée de partir. L'humiliation n'était pas surprenante. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point je ne me sentais pas surpris. Comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie.
Je me suis quand même assise. Et la cérémonie elle-même n'était qu'un flou de tissu blanc, de vœux qui ressemblaient à des légendes Instagram soigneusement choisies, et Brooke qui souriait comme si elle avait gagné quelque chose. Lucas se tenait à côté d'elle dans un costume qui ressemblait à un costume, des lignes nettes cachant un noyau creux. Lorsqu'ils se sont embrassés et que la salle a éclaté en applaudissements, j'ai applaudi moi aussi, non pas de joie mais de résignation. C'était le monde qu'ils voulaient, l'image qu'ils avaient construite, et je n'y avais jamais appartenu. Après la cérémonie, les invités ont afflué dans la salle de réception. Des rires, des coupes de champagne qui s'entrechoquent, des assiettes pleines de nourriture qu'on ne m'a pas offerte. Je suis restée assise, silencieuse, le mur frais dans mon dos. C'est alors que Brooke m'a vue. Elle s'est détachée d'un groupe de demoiselles d'honneur et s'est approchée. Sa robe virevoltant, son parfum frappant avant ses mots. Elle s'est penchée vers moi, son sourire si doux qu'il m'a fait mal aux dents. Gaspiller de la bonne nourriture sur toi. C'est mignon. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Les personnes les plus proches de nous l'ont entendu. Ceux qui étaient plus éloignés ont senti le changement, les têtes se sont tournées, les chuchotements ont jailli comme des étincelles. J'ai cligné des yeux, abasourdi, même si je m'étais préparé à quelque chose. Mais pas à un tel niveau de précision. Ce niveau de cruauté. Elle a penché la tête. Vous pouvez laisser le cadeau et rentrer chez vous. Rentrer. Chez moi. Un endroit où l'on avait besoin de moi lorsque les factures étaient dues, mais où l'on m'oubliait à chaque fête. J'ai senti tous les regards se poser sur moi. Ce ne sont pas ces paroles qui m'ont piqué. C'était de voir mes parents se tenir à quelques mètres de moi, regarder. Ne rien faire. Et ma mère regardait ses fleurs. Mon père a bu une gorgée de vin, puis a marmonné, peut-être qu'elle devrait partir. Et c'est tout. Le moment où le dernier fil s'est rompu. Je me suis levée lentement. Et la pièce semblait se dilater et se contracter autour de moi, comme un poumon qui lutte pour respirer. Ma serviette a glissé de mes genoux sur le sol, où elle a atterri dans un léger murmure. D'accord, ai-je dit en forçant un petit sourire. J'y vais. Brooke a souri. Victoire. Mais je n'avais pas fini. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai ajouté, mais sachez ceci. Vous le regretterez tous. L'air a changé. Quelqu'un à la table principale a laissé tomber une fourchette. Une demoiselle d'honneur a aspiré son souffle. Brooke cligna des yeux, la confusion s'emparant de sa suffisance. Avant qu'elle ne puisse répondre, une chaise racla bruyamment près de l'avant-point. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume gris ardoise, se tenait debout. Grant. Le frère aîné de Lucas. Je ne l'avais pas vu de la matinée. Je me soucie d'elle, a-t-il dit, sa voix traversant la salle de bal comme de l'acier enveloppé de calme, et vous devriez l'écouter. Toutes les têtes se sont tournées. Brooks se moque. Je suis désolé, qui êtes-vous? Grant, répondit-il. Le frère de Lucas, Lucas Stephen, à côté d'elle. Grant poursuivit, je me suis tue parce que je ne voulais pas gâcher ta journée. Mais Harper a raison. Il s'est trompé sur mon nom, mais personne ne l'a remarqué. Ils étaient trop concentrés sur lui. Tu vas le regretter, a-t-il dit d'un ton égal. Tout cela. La salle est tombée dans un silence plus profond. Puis Grant s'est tourné vers la foule. Puisque tout le monde ici aime tant les apparences, arrachons la dernière. Lucas n'est l'héritier de rien. La société de notre père a déposé le bilan il y a 6 mois. Et elle est au chômage depuis. Un souffle a traversé la pièce. Brooke se précipita vers Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'il ment. La mâchoire de Lucas se contracta. Je n'ai jamais dit que j'étais au chômage. Tu as laissé entendre que tu prenais la relève. Sa voix chuchotée se fissure. Je ne t'ai pas dit de signer quoi que ce soit, murmura il. Puis tout s'est enchaîné. Le bail de l'appartement a son nom. La fausse chronologie. Le mariage soudain. La stabilité fabriquée de toutes pièces. Le visage de Brooke est devenu pâle sous son maquillage. Mes parents sont restés figés. La main de Linda tremblait sur son collier. Charles a murmuré une malédiction sous sa respiration, soudain conscient que l'image dorée qu'il vénérait était en train de s'effondrer. Mais l'effondrement n'était pas terminé. Une autre voix s'éleva d'une table proche de l'avant, ferme, plus âgée, suffisante.
Monsieur Dalton se tenait debout, impeccablement habillé, ses cheveux argentés reflétant la lumière du lustre. Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. M. Dalton, il l'a ignoré. Il m'a désigné. Je suis venu ici par respect, dit-il, pas pour vous, pour elle. Une onde de choc a traversé la pièce. Harper, il s'est interrompu, s'est corrigé. Madison a sauvé mon entreprise il y a 6 mois. Discrètement, efficacement, brillamment. Vous appréciez tous la stabilité. Remerciez-la. La mâchoire de Brooke s'est décrochée. Mes parents m'ont regardé comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Monsieur Dalton a continué, elle n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe, ni de votre approbation. Elle avait juste besoin d'être entendue. Brooke s'est mise à osciller, manquant presque de faire un pas sur ses talons. Les chuchotements ont fait jaillir des questions. Le choc, le regret. Un invité près de la table des cadeaux a demandé à voix haute, les remboursements sont-ils autorisés? Quelqu'un d'autre chuchote, ont-ils vraiment refusé de lui servir à manger? Un autre a murmuré, Brooke ça finit. Et moi, j'ai inspiré, profondément. Lentement. Pour la première fois de la journée, l'air ne m'étouffait pas. Grande s'est rapprochée, posant une main ferme sur mon épaule. Allons-y, dit-il doucement. Cet endroit est en train de couler. J'ai acquiescé. Nous sommes sortis ensemble, passant devant les paillettes du rêve parfait de Brooke, devant le silence stupéfait de mes parents, devant l'épave qui s'effilochait derrière nous. Lorsque les portes de la salle de bal se sont refermées, la brise de l'océan m'a frappé le visage, non pas froide mais propre, comme un recommencement. Derrière nous, le mariage brûlait. Devant moi, quelque chose d'autre s'ouvrait, quelque chose qui semblait enfin m'appartenir. Les retombées ont été plus rapides que ce à quoi nous nous attendions tous. Dès le lundi matin, des extraits du mariage circulaient sur Internet, des vidéos prises au téléphone montrant l'effondrement de Brooks, la révélation calme de Grant. Monsieur Dalton prononçant mon nom devant 200 invités abasourdis. Les gens adorent les désastres bien préparés, et celui-ci s'est pratiquement emballé tout seul pour l'Internet. Lucas a disparu, bloqué. Brooke a bloqué. Grant a bloqué la moitié de la fête de mariage. Il a quitté la ville avant que quiconque ne puisse exiger des réponses. Brooke a signé pour l'appartement, non remboursable. Les paiements se sont accumulés comme des sables mouvants. Puis la vague s'est étendue à mes parents. Sans argent, j'avais tranquillement couvert les réparations des services publics, même certaines de leurs factures en retard, leur façade parfaite s'est fissurée. Ils ont loué la chambre d'amis. Charles a pris un travail à temps partiel. Linda a commencé à vendre des antiquités en ligne. Prétendant que c'était un passe-temps. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ont simplement appelé pour demander si je pouvais aider Brooke à traverser une période difficile. Je n'ai pas répondu à l'appel. Pendant ce temps, mon monde s'est enfin élargi au lieu de rétrécir. J'ai emménagé dans un petit appartement dans le centre de Charleston. Rien d'extraordinaire, mais plein de lumière, avec de l'espace pour mes carnets et mes séances de stratégie nocturne. Après que le fiasco du mariage est devenu viral, des clients m'ont contacté sans relâche dans les milieux d'affaires. Monsieur Dalton m'a présenté à 2 PDG. Evelyn a failli pleurer en voyant mon agenda se remplir. Pour la première fois, je ne survivais pas à ma vie. Je la vivais. Le plus étrange, c'est qu'aucun de ces événements ne me manquait. Au début du printemps, le bruit autour du mariage s'est finalement apaisé. Ne laissant que les morceaux avec lesquels tout le monde devait vivre. Brooke fut l'une des premières à briser le silence. Elle s'est présentée à mon appartement un vendredi après-midi, sans talons ni sac de marque, juste une fille fatiguée aux yeux gonflés et à la voix qui tenait à peine debout. Je n'ai pas besoin d'argent, dit-elle. C'est juste que je ne sais pas où aller. Pendant un instant, j'ai vu la sœur que j'imaginais avoir. Pas celle qui se moquait de moi dans une salle de bal, pas celle qui croyait Lucas plus que la logique, quelqu'un qui était finalement tombé assez bas pour voir le sol sur lequel j'avais vécu toute ma vie. Je lui ai fait part des règles, pas de mensonges, pas d'insultes, pas d'excuses. Elle a hoché la tête, reconnaissante, d'une manière que je n'avais jamais vue. Grant est resté en contact, lui aussi. Des visites discrètes, sans pression. Une constance tranquille qui semblait nouvelle mais sûre. Peut-être que quelque chose se développerait ici. Peut-être pas. Pour une fois, je ne me sentais pas pressé de le définir. Un soir, près de ma fenêtre,
En regardant les lumières de la ville scintiller, je me suis rendu compte d'une chose simple et nette. Être la plus discrète n'a jamais fait de moi une personne faible. Cela a seulement poussé les gens à sous-estimer le moment où je me suis enfin choisi. Et si vous avez déjà été la personne oubliée, la personne sous-estimée, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer What Comes Next.